La réforme n'est plus un débat. Elle est devenue un ultimatum. Un président africain se lève, regarde les ambassadeurs dans les yeux et dit une chose que personne ne veut entendre. L'Afrique ne peut plus continuer à demander poliment une place à une table où les décisions sont déjà prises sans elle. Pendant 60 ans, le continent a parlé, 60 ans, et aucune oreille n'a bougé. Et maintenant, la question n'est plus pourquoi l'Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. La question est combien de temps l'Afrique acceptera encore d'être un sujet dont on parle, au lieu d'être une voix qui tranche. Le président de Zambie ne décrit pas une colère, il décrit une accumulation. Ce n'est pas une réaction, c'est une stratégie lente, née de décennies d'exclusion. Il pose un axe clair, on ne peut pas réformer chaque pays séparément. Si l'Union africaine elle-même reste figée, sponsorisée, influencée, divisée, parce qu'une union financée par l'extérieur ne réforme jamais pour l'intérieur, une institution dépendante ne libère jamais un continent. Et derrière les mots sur le commerce, las corridors, les rails. Une vérité brutale apparaît. L'infrastructure africaine n'est pas neutre. Elle connecte les ressources aux ports, pas les peuples entre eux. Quand le lobito corridor devient excitant. La vraie question est excitant pour qui? Pour l'Afrique qui échange avec elle-même ou pour le monde qui continue d'extraire plus vite? Chaque phrase mène à une conséquence si l'Afrique continue de demander sans agir. Le refus deviendra normal. Et quand le refus devient normal, l'effacement devient permanent, alors une pression monte. Si l'Union africaine se réforme vraiment, elle change le rapport de force mondiale. Si elle reste silencieuse, elle devient un symbole vide. Si l'Afrique s'unit, elle impose sa place. Si elle reste divisée, elle restera gouvernée. Ce n'est plus un discours, c'est un point de rupture. Vous voulez vraiment savoir ce que signifie le monde a changé. Cela signifie que l'Afrique ne demandera pas éternellement. Vous entendez cette tension. Les dirigeants africains parlent de réforme, mais ce que ce discours révèle, c'est autre chose, une fatigue historique, parce qu'il y a une différence entre réclamer une réforme et comprendre que le système entier est construit pour ne jamais la permettre. Le président zambien insiste, on ne peut pas changer les nations si le corps continental reste bloqué. Mais dans l'ombre, une contradiction explose. Comment réformer une Union africaine quand elle est elle-même un champ d'influence? Le commentaire le dit sans détour, l'Union africaine est financée, sponsorisée par l'Ouest, construite par la Chine. Dirigée sous pression extérieure, ce n'est pas une organisation neutre. C'est une arène où l'Afrique est souvent invitée, mais rarement souveraine, et c'est là que la fracture devient dangereuse. Parce que lorsque les Africains voient une base militaire française contestée, et que l'Union reste silencieuse, quand des accusations absurdes circulent, et que l'Union ne parle pas. Alors le peuple conclut une chose, ce corps ne nous appartient pas. Une institution qui ne défend pas son continent perd sa légitimité. Et dans ce vide, un nouveau langage apparaît, celui de l'action. Le narrateur, le martèle parlé, ne suffit plus. Demander depuis 60 ans ne suffit plus. Qui donnera un siège permanent à l'Afrique? Si l'Afrique ne prend aucune décision irréversible, c'est là que l'escalade devient stratégique. Le problème n'est pas seulement l'ONU. Le problème, c'est l'habitude. Quand l'Afrique accepte d'être exclue, l'exclusion devient la norme. Quand elle s'excuse de commercer entre elles, la dépendance devient naturelle. Pourquoi expliquer aux Européens que l'Afrique veut commercer entre Africains, eux, ne demandent la permission à personne? Chaque justification est une faiblesse déguisée. Et le discours sur la zone de libre-échange africaine révèle une autre vérité, l'unité économique est impossible sans unité politique. Des frontières coloniales restent intactes, les barrières logistiques restent intactes. L'Afrique parle d'intégration, mais voyage encore à travers Paris pour se rejoindre. Ce n'est pas un détail, c'est un symptôme. Une Afrique fragmentée reste prévisible. Une Afrique connectée devient incontrôlable. Alors la réforme n'est plus une technicité, c'est une menace pour l'ordre établi. Si l'Afrique s'organise, elle change le système mondial. Si elle hésite, elle reste un terrain de jeu. La question n'est plus quelle réforme. La question est qui ose rompre avec la dépendance. Vous sentez que le discours se transforme en pression. Le discours glisse ensuite vers ce que beaucoup préfèrent ignorer. Les infrastructures ne sont pas des projets. Ce sont des choix de destin. Le président parle de corridors, de rails,
de transactions stages. Mais le commentaire révèle la fracture, ces routes ont été pensées pour sortir, pas pour relier. Colonial Infrastructure, unmutbrutal, mais précis. Tout converge vers la même logique, les ressources quittent l'intérieur, vont au port, puis disparaissent. Et la vraie question surgit comme une accusation, ces corridors vont-ils connecter l'Afrique à elle-même ou accélérer l'extraction pour les autres? Parce que le continent peut construire 1000 rails, milliers corridors, 1000 plateformes. Si la finalité reste l'exportation brute, rien ne change. Le décor est modernisé, la dépendance reste intacte. Le Lobito Corridor devient alors plus qu'un projet, il devient un test. Un test de souveraineté. Si l'Afrique l'utilise pour commercer entre elles, elle renverse son centre de gravité. Si elle l'utilise pour exporter plus vite, elle perfectionne la colonisation économique. Et cette tension se connecte immédiatement à un autre volcan, le Congo. Le président évoque l'Est de la RDC, les efforts de paix, les médiations, mais le commentaire refuse la surface. Ce conflit n'a pas commencé hier. Il est l'héritage d'une blessure ouverte depuis Lumumba, une conséquence directe quand un leader est assassiné. Le pays ne revient jamais à l'équilibre, et alors les questions deviennent insupportables. Qui finance? 23. Qui arme? Qui profite? Mercenaires capturés, relâchés, sans procès. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur, c'est une architecture du désordre. Parce qu'un Congo stable changerait tout, un Congo en chaos maintient le système. Et la règle est simple. Quand l'Afrique est divisée, elle est gouvernable. Quand elle s'unit, elle devient dangereuse pour l'ordre mondial. C'est pour cela que même la paix devient un enjeu stratégique. Si les peuples congolais restent exclus, aucune conférence ne produira de paix. Si les décisions restent extérieures, la guerre devient permanente. Chaque conflit devient un signal. Chaque corridor devient une route de pouvoir. Et derrière tout, une phrase revient comme un spectre, on ne peut pas être sponsorisé par l'Amérique et prétendre lui résister. Une institution financée ne mord jamais la main qui paie, alors la réforme de l'Union africaine n'est pas administrative, elle est existentielle. Si l'Afrique finance ses propres structures, elle devient indépendante. Si elle reste dépendante, elle reste administrée. Vous comprenez maintenant pourquoi la tension monte à ce stade. Le discours cesse d'être diplomatique, il devient un miroir, parce que la réalité est plus dure que toutes les promesses. L'Afrique demande une place au Conseil de sécurité, mais le monde a déjà appris qu'elle demandera sans imposer. Et c'est cela, le véritable danger. Quand une demande dure 60 ans sans conséquence, le refus devient confortable. Quand le refus devient confortable, l'humiliation devient permanente. Le président zambien dit « le monde a changé », mais la question sous-jacente est plus violente. Le monde a changé ou l'Afrique est restée immobile. Il insiste 1945 n'est plus 2025. La composition du monde n'est plus la même. Les pays africains n'étaient pas indépendants, ils étaient exclus. Mais aujourd'hui, être indépendant sur le papier ne suffit plus, parce que l'exclusion moderne ne passe pas par les chaînes. Elle passe par les structures, l'Union africaine, financée de l'extérieur. Les accords commerciaux signés séparément, les infrastructures orientées vers l'exportation, les conflits entretenus par des acteurs invisibles, tout cela construit une prison sans mur. Et dans cette prison, même l'idée d'un siège à l'ONU devient presque secondaire, le narrateur ose alors une proposition radicale, se retirer des Nations Unies jusqu'à être entendu. Ce n'est pas une provocation, c'est une pression stratégique. Parce qu'un système n'écoute jamais ceux qui restent dociles. Si l'Afrique reste dans les institutions, sans pouvoir, elle valide son exclusion. Si elle menace de se retirer, elle brise l'automatisme. Mais chaque scénario a un prix. Si l'Afrique s'unit, elle affrontera des sanctions, des pressions, des déstabilisations. Si elle reste divisée, elle continuera d'être exploitée sans résistance. Si elle choisit le silence, elle accepte que d'autres décident pour elle. Et le commentaire revient comme un cri. Mama Africa is crying. Ce n'est pas une métaphore sentimentale, c'est un diagnostic politique. Un continent riche, mais fragmenté. Un continent central, mais périphérique dans la décision. Un continent indispensable, mais absent des tables où l'on tranche. L'Afrique ne manque pas de discours, elle manque de rupture. Parce que la rupture n'est pas une émotion, c'est un choix accumulé.
Pas un instant. Un tournant. Alors la question finale n'est plus quand aurons-nous un siège permanent? La vraie question est quand l'Afrique décidera-t-elle que demander n'est plus une option? Vous sentez que nous approchons du point de non-retour. Parce qu'ici, tout converge réforme. Commerce, corridors. Conflits, ce ne sont pas des sujets séparés, ce sont les pièces d'un même système. Le président parle de développement, de stabilité, d'écoute du capital, de commerce intra-africain. Mais le commentaire révèle la vérité cachée. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est rendue chère. Le capital en Afrique coûte plus que partout ailleurs. Et ensuite, on accuse l'Afrique d'être inefficace. Ce n'est pas de l'économie. Chestune est discipliné. Quand le prix de l'argent devient une arme, le développement devient un privilège distribué. Et c'est là que la réforme devient explosive. Parce que si l'Afrique réforme l'Union africaine, réforme ses institutions financières, réforme sa capacité à commercer entre elles, alors elle détruit la logique centrale du contrôle, la dépendance. Mais le monde ne récompense pas la sortie du système, il la punit. C'est ce que le narrateur comprend instinctivement. Vous ne pouvez pas vouloir commercer librement et rester enfermé dans des accords extérieurs qui dictent vos mouvements. Vous ne pouvez pas vouloir une zone de libre-échange africaine et continuer à protéger des frontières coloniales comme des lignes sacrées. Vous ne pouvez pas parler d'unité et être incapable de prendre un vol direct entre pays voisins. C'est là que l'Afrique se trahit, pas par faiblesse morale. Par inertie historique, chaque barrière maintenue est un choix. Chaque frontière intacte est une continuité coloniale, et quand le narrateur dit « nous parlons trop sans agir », ce n'est pas un jugement. C'est une sentence, parce qu'un continent qui parle sans agir devient un continent que l'on ignore avec politesse. Et cette dynamique se répète au Conseil de sécurité. L'Afrique demande, 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 et le monde apprend qu'elle ne fera rien d'irréversible. Or, le pouvoir mondial ne se donne jamais. Il se prend par structure. C'est là que la tension devient insoutenable. Si l'Union africaine reste sponsorisée, elle restera docile. Si elle devient autonome, elle deviendra menaçante. Si l'Afrique se finance elle-même, elle choisit la souveraineté. Si elle attend toujours des bailleurs, elle choisit la tutelle. Et alors? Un scénario futur s'ouvre comme un piège. Si l'Afrique accepte d'être divisée, elle continuera d'être exploitée avec modernité. Si elle s'unit réellement, elle déclenchera une contre-pression mondiale. Si elle reste silencieuse, elle disparaît dans la gestion des autres. C'est pour cela que le narrateur lance une idée radicale se retirer, non pas parce qu'il est l'ONU, mais parce qu'un système ne respecte que ce qu'il craint de perdre. Et de là, une vérité frappe, l'Afrique ne sera entendue que le jour où son absence deviendra un problème. Ce jour-là, tout changera. Pas un discours. Un basculement, pas une demande. Une décision. Vous comprenez maintenant pourquoi ce moment est dangereux? Parce qu'à force d'accumuler, la patience se transforme en doctrine. Le président zambien promet des élections transparentes. Il rassure. Il montre qu'il connaît l'anxiété des observateurs. Mais cette partie révèle une autre chose, même la démocratie devient un langage surveillé. L'Afrique doit toujours prouver, toujours rassurer, toujours démontrer qu'elle est crédible. Pendant que ceux qui décident pour elle n'ont jamais à se justifier, et là encore, la structure parle plus fort que les mots. Le narrateur le dit, l'Union africaine doit trouver sa propre manière de gouverner, pas une copie, pas une version approuvée, parce qu'un continent qui importe ses systèmes importe aussi ses chaînes. Et tout revient à ce point. On ne réforme pas une maison en feu avec des discours, on réforme en brisant les fondations qui alimentent l'incendie, las corridors. Les accords, les conflits, les sièges à l'ONU, ce sont des symptômes, la maladie est plus profonde, l'Afrique est encore traitée comme un espace, pas comme une volonté. On parle de l'Afrique comme d'un théâtre géopolitique, pas comme d'un acteur. Et c'est pour cela que la phrase « Vous ne pouvez pas parler de l'Afrique sans nous » n'est pas une plainte. C'est une ligne de fracture. Parce qu'une fois qu'un continent comprend qu'il n'est pas entendu, il lui reste 3 options. Se soumettre, se taire ou rompre, et chaque option a une conséquence irréversible. Si l'Afrique continue de demander, l'humiliation devient routine. Si elle se retire du système, elle affronte la tempête. Si elle construit enfin une unité réelle, elle change la géographie du pouvoir mondial, mais cette unité ne sera pas un slogan, elle demandera des sacrifices.
Des ruptures internes, des choix impopulaires, car l'ordre mondial adore une Afrique fragmentée. Une Afrique fragmentée est négociable. Une Afrique unie est incontrôlable. Et c'est là que le narrateur laisse tomber son dernier diagnostic. Personne ne servira Mama Africa à la place des Africains. Pas l'ONU, pas l'Europe, pas la Chine, pas les États-Unis. La question n'est plus extérieure, elle est intérieure. L'Afrique ne manque pas d'alliés, elle manque d'un centre. Alors la réforme n'est pas une procédure, c'est un test de civilisation. Ou bien l'Afrique devient un bloc, ou bien elle reste un terrain. Vous sentez que nous approchons de la dernière ligne, parce qu'ici, le discours cesse de regarder vers l'extérieur. Il regarde l'Afrique elle-même. Le narrateur ne demande plus que va faire l'ONU. Il demande qu'est-ce que nous faisons. Nous, depuis tout ce temps, 60 ans de demande, 60 ans d'attente. Et à force d'attendre, une réalité s'est installée. Le monde a compris que l'Afrique n'impose pas, elle sollicite. Et tant qu'un continent sollicite, il reste dépendant. Le président zambien parle de complémentarité, de convergence, de coopération. Mais sous ces mots doux, une vérité se durcit. La coopération sans autonomie devient une gestion extérieure. Le commerce sans souveraineté devient extraction. La paix sans contrôle devient théâtre diplomatique. Tout ce que l'Afrique construit sans centre propre devient un prolongement d'autres puissances. Et là, la phrase la plus dangereuse revient. Nous parlons trop sans agir, parce que ce n'est pas une critique des dirigeants, c'est une description d'une culture politique entière. Une Afrique qui parle dans les sommets, mais voyage encore dans les routes coloniales. Une Afrique qui réclame des sièges, mais finance encore ses institutions avec des mains extérieures. Une Afrique qui rêve d'unité, mais protège encore des divisions héritées. Et la conséquence est mécanique. Quand on accepte trop longtemps l'inacceptable, il devient normal. L'exclusion devient normale. Le mépris devient normal. La tutelle devient normale. Et c'est exactement ce que le narrateur refuse. Il lance une pression simple. Si l'Afrique veut être entendue, elle doit devenir impossible à ignorer. Pas par violence, par structure, par unité économique réelle, par financement autonome, par un axe continental qui ne demande plus la permission d'exister. Alors la question se resserre. Le continent va-t-il continuer à parler ou commencer à poser des choix irréversibles parce qu'un jour, demander sera terminé. Et ce jour-là, il n'y aura plus de discours, il n'y aura qu'un tournant. Mais ce n'est pas une fermeture, c'est une porte qui claque. Parce qu'après tout ce qui a été dit, une vérité reste suspendue. L'Afrique n'est pas à un moment de discours, elle est à un moment de choix. Le président zambien demande une réforme, le narrateur exige une rupture. Et derrière eux, un continent entier attend. Pas une promesse, pas un siège symbolique, mais une reconnaissance réelle, car le monde ne change pas parce qu'on le supplie, il change quand ceux qui l'ignorent deviennent incontournables. Alors le scénario est clair. Si l'Afrique accepte encore, elle restera exclue avec élégance. Si elle se divise encore, elle sera gérée comme un espace, pas comme une force. Si elle s'unit enfin, elle paiera un prix immense, mais elle existera pleinement. Et c'est cela, le dernier dilemme. La souveraineté n'est jamais gratuite, elle coûte des ruptures, elle coûte des tempêtes, elle coûte la fin du confort diplomatique, mais elle met fin à une chose plus chère encore. L'effacement, Mama Africa is crying. Ce n'est pas de la poésie, c'est un avertissement. Un continent qui pleure trop longtemps finit par se transformer, ou par disparaître dans les décisions des autres. Alors la question finale n'est pas pour l'ONU, elle n'est pas pour l'Union africaine, elle est pour chaque Africain. Combien de temps encore allons-nous demander avant de devenir impossible à ignorer? Si cette analyse vous a frappé, ne la laissez pas mourir ici. Discutez, contestez, faites circuler. Parce qu'un continent silencieux n'est jamais libre,